Merci Mireille. Je pense que tu n'es pas là simplement parce que tu es une femme, mais aussi parce que tu as des compétences extrêmement importantes sur ces questions et que tu es aussi la pierre angulaire, la clé de voûte de toute cette opération. Donc, ça n'est pas simplement une histoire de parité, et je pense que ta légitimité est bien plus grande que celle enfin, en tout cas de la mienne. Je ne me prononce pas ni pour Didier ni pour Dominique, mais voilà. Et je pense que le travail que tu fais sur ces questions est un travail extrêmement important que je salue et que je loue. Alors, la question des discussions autour des scénarios de transition et des contradictions éventuelles qu'il peut y avoir, et de la multiplication des objectifs dans un monde qui est de plus en plus compliqué, est évidemment un sujet important que je vais essayer de brosser très rapidement. Alors, le premier point, c'est on a des scénarios de transition. L'objectif de ces scénarios de transition est assez clair. Il s'agit d'arriver à respecter les engagements de la COP 21, le plus 1,5 degré, d'opérer une transformation en profondeur de nos sociétés pour les amener vers ce qu'on appelle des économies neutres en carbone, de façon nette. C'est l'objectif zéro émission nette. On a implicitement d'autres objectifs que simplement le carbone. Il y a aussi des objectifs concernant les autres limites de la planète, par exemple la biodiversité, d'autres types de pollution, la consommation d'espace, c'est par exemple le zéro artificialisation nette. Tout ça a un certain nombre de conséquences, et il y a plusieurs façons d'aborder ces conséquences, en tout cas d'aborder les leviers qu'il y a derrière ces conséquences, et derrière ces leviers, il y a déjà une série de contradictions qui peuvent apparaître. Alors, la première façon de repérer ces conséquences, de repérer les leviers, c'est de dire il faut qu'on transforme le système de production de façon à ce qu'il respecte ces limites de la planète, à commencer par le climat, mais le climat n'est pas la seule. Alors, en ce qui concerne le climat, c'est relativement simple quand on pose le problème de ce côté-là, puisque ça veut dire qu'il faut décarboner le système de production. Et donc, décarboner le système de production, la méthode qu'on a employée, qui est un peu naïve, mais qui aide quand même à dégrossir largement le sujet, consiste à dire repérons d'où viennent les émissions. Donc, elles viennent pour part du secteur résidentiel et de sa consommation d'énergie, elles viennent pour part de l'alimentation, elles viennent pour part des transports et des mobilités et de sa consommation d'énergie, elles viennent pour part de l'industrie et du tertiaire et de sa consommation d'énergie. Et comme à chaque fois, il y a l'énergie qui apparaît comme facteur commun, dans beaucoup de cas, il n'est pas exclusivement le responsable, mais on se dit, en fait, en amont, si on modifie le système de production de l'énergie et le véhicule de l'énergie, donc ça c'est l'électrification, et qu'on arrive à avoir un système de production de l'énergie qui n'émet pas de carbone, on va arriver à décarboner nos économies par une solution qui est essentiellement une solution technique qui va demander des investissements privés, des investissements publics, des incitations, qui est une transformation qui est très profonde, parce que ça impose de reconstruire tout un système. L'électrification, ce n'est pas une opération si simple que ça, parce que ça demande de reconstruire la façon dont on produit l'électricité, d'en produire plus, mais d'en produire aussi à des endroits différents. Donc ça veut dire de refaire le système électrique. Ça veut dire, puisqu'on doit introduire des formes de production d'électricité qui sont intermittentes, de regarder la question du stockage d'une part, mais aussi du lissage de la demande d'autre part, pour arriver à éviter d'avoir de la surcapacité juste pour pouvoir passer le pic chaque journée ou les pics saisonniers. Tout ça, en fait, nécessite un investissement considérable. Et pour bien percevoir l'ampleur de cet investissement, ça nécessite aussi de mettre au rebut une grande partie du capital qu'on a accumulé. Par exemple, notre réseau électrique n'est pas fait pour ni stocker, ni lisser la demande, ni produire de l'électricité localement. Il est fait pour une production d'électricité plutôt centralisée. Et donc, il faut le revoir en profondeur pour arriver à le faire fonctionner. Il faut aussi le revoir en profondeur parce qu'il faut interconnecter les réseaux européens, par exemple, à minima, de façon à pouvoir bénéficier
d'un portefeuille de production d'énergie qui va permettre de dépasser en partie les questions d'intermittence. Voilà, alors, bon, c'est une transformation profonde qui a des conséquences qui demandent des incitations très fortes. Alors, généralement, les économistes aiment poser comme incitation très forte le prix du carbone. Bon, le prix du carbone pose beaucoup de problèmes. Quand on dit ça pose beaucoup de problèmes, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver d'autres solutions. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver une solution pour avoir un prix du carbone, mais le faire fonctionner par ailleurs par un certain nombre de mécanismes qui le rendent acceptable, qui le rendent juste, et c'est un peu lié, et qui lui permettent de fonctionner de façon assez claire. On n'est pas du tout au point sur la façon de faire ce prix du carbone, de façon à pouvoir provoquer ce changement qu'on voudrait. Et donc, du point de vue des politiques publiques, c'est très complexe. Ça va donc demander de mobiliser tout un tas d'instruments, de les articuler entre eux et d'arriver à produire quelque chose d'assez profond. Alors, en gros, il y a deux grandes conséquences macroéconomiques de cette transformation. La première, c'est ça va avoir un coût net, c'est-à-dire que de passer des fossiles à quelque chose qui n'est pas fossile, ça augmente, ça renchérit les coûts. On peut espérer que dans le futur, la technologie permette d'effacer ce renchérissement des coûts, mais dans l'état actuel de ce qu'on sait, en fait, l'énergie fossile est une énergie, quand on ne prend pas en compte les externalités, qui est extrêmement peu chère, et donc qui est extrêmement productive. Et quand on passe à autre chose, on doit accepter une perte de productivité. Cette perte de productivité, elle est estimée à un niveau qui est relativement faible. Globalement, macroéconomiquement, on est sur un ordre de grandeur de l'ordre de 1 point à 1,5 point de PIB. Donc, ce point et demi, c'est pas par an, hein, c'est une marche. Il s'étale sur une trentaine d'années. Donc en fait, quand on l'étale sur une trentaine d'années, c'est quasiment invisible macroéconomiquement. Et donc on pourrait dire, macroéconomiquement, il n'y a pas de sujet. Alors, il y a quand même un petit sujet qui est que ça va quand même provoquer des modifications de prix relatifs, et en particulier que ça va renchérir le coût de l'énergie, et que c'est d'ailleurs un des facteurs qui va ensuite permettre d'aller activer d'autres leviers, dont je vais parler à l'instant. Mais il y a une conséquence immédiate et sociale à cette augmentation du prix de l'énergie. Il y a aussi une complexité en termes de compétitivité. Là aussi, c'est des effets qui sont plutôt faibles quand on les regarde année après année, mais qui peuvent se cumuler pour faire des différentiels de compétitivité, d'où le mécanisme d'ajustement aux frontières, d'ajustement carbone aux frontières, qui vise à essayer de contrôler ces effets de compétitivité. Là aussi, il y a une complexité qu'il ne faut pas négliger dans la mise en œuvre de ce genre de politique, qui sur le papier paraissent assez simples, qui paraissent assez légitimes, mais quand on rentre dans les détails, deviennent assez infernales en fait, pour des tas de raisons. Et une des raisons étant qu'il faut avoir un niveau d'information sur ce qui est importé qu'on n'a pas, et donc il faut compenser cette absence d'information, d'une part, et puis d'autre part, comme dans tout dispositif complexe, il y a beaucoup d'agents économiques qui essayent de le détourner à leur avantage, et le jeu de la capture des régulations et des politiques peut conduire à des résultats qui sont d'un ordre de grandeur supérieur à ce qu'on veut modifier par la politique. Et donc ça peut conduire à beaucoup de difficultés. Alors, cette première solution, elle peut paraître assez rassurante parce que on se dit, bon, ok, on a un effet pré-relatif, ça va générer des inégalités, ça va poser un certain nombre de problèmes. Il y a le mécanisme d'ajustement aux frontières, mais il va falloir aussi compenser les perdants. Il y a une dépréciation du capital productif, peut-être qu'il va falloir compenser les perdants aussi. Mais globalement, le coût macroéconomique n'est pas très élevé, donc on peut imaginer d'avoir un peu de marge pour faire des transferts. Le fait que ce ne soit pas très élevé, ça veut dire que cette solution technologique, elle nous produit elle nous apporte une solution au problème qu'on s'est posé avec les technologies qu'on connaît ou quelques technologies développées, donc avec une incertitude relativement faible, et que c'est déployable dans les 25 à 30 ans qui viennent, et donc on peut tenir nos engagements par rapport à ça. Donc on pourrait se sentir assez rassuré, mais malheureusement, on ne peut pas être totalement rassuré. Alors la première des raisons, c'est que, et c'est là un débat très important qui s'installe et qui génère un premier faisceau de contradictions. La première raison, c'est que, en fait, cette solution ne suffit pas. L'objectif, c'est d'arriver à 0 émission nette en carbone, et
la simple transformation du système de production de l'électricité, l'utilisation du vecteur du système de production d'énergie, l'utilisation du vecteur électricité majoritairement, ne suffit pas à atteindre les objectifs. Pourquoi ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas parce que, en fait, il y a des émissions qui ne sont pas liées à l'utilisation directement de l'énergie et qu'il faut arriver à faire plus que la réduction. Il faut aller au-delà de l'énergie pour réduire les émissions. Et il y a des émissions qu'on ne peut pas réduire et donc qui font qu'il faut qu'on soit extrêmement efficace et même qu'on aille au-delà, qu'on aille dans ce qu'on appelle la sobriété. Et donc la sobriété, c'est la réduction volontaire, collective, incitée par des politiques publiques, d'un certain nombre de nos consommations pour pouvoir abaisser nos émissions dans ce qu'on n'aura pas réussi à atteindre grâce à la réduction, grâce à la décarbonation du système énergétique. La deuxième raison, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le carbone, il y a aussi d'autres dimensions, comme par exemple la biodiversité, et donc l'artificialisation, la zéro artificialisation des sols, comme les autres pollutions, et le fait que, en fait, on va devoir aussi, dans cette transition, investir énormément, et que tous ces investissements impliquent des flux de matière, des pollutions, des extractions, qui elles-mêmes ont des impacts environnementaux. Et donc, on doit à la fois compenser ces dommages supplémentaires, ces pollutions supplémentaires, mais on doit aussi les limiter au maximum. Et c'est pour ça que le levier de sobriété est extrêmement important. Sobriété, ça veut dire concrètement, aujourd'hui, alors sobriété concrètement aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que c'est devenu quelque chose qui est rentré dans la technocratie. Quand on regarde le Clean Planet for All de la Commission européenne, jusqu'à 2019, il n'y avait pas de sobriété. L'idée, c'était de dire, on va faire une transformation technique de notre système de production et ça va suffire. À partir de 2019, et en particulier à partir de l'objectif 1,5, cette dimension-là a disparu. Enfin, en tout cas, plutôt cette dimension-là est apparue. Il n'est plus possible de tout résoudre par la solution technologique. Et donc, il faut mettre en place de la sobriété. Alors, quand on regarde le document de la Commission, la sobriété, c'est quelque chose de relativement simple et identifiable. Ça repose sur quelques piliers. Le premier, c'est manger moins de viande, en particulier manger moins de viande de bœuf. Le bœuf, le veau, l'agneau sont des aberrations écologiques. Pour 1 calorie de bœuf, il faut 20 calories de céréales. Et donc, il vaut beaucoup mieux manger des céréales directement que de manger de la viande de bœuf. Et donc, se nourrir avec de la viande de bœuf est une aberration écologique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger du bœuf, mais qu'on doit manger du bœuf comme on mange du caviar. C'est-à-dire comme quelque chose qu'on apprécie, qu'on magnifie, mais surtout pas quelque chose qui sert à se nourrir. Personne n'aurait l'idée de dire « j'ai faim, je vais me faire un sandwich au caviar ». Enfin, si Dominique fait ça, non. Mais, bon, donc voilà. Alors le bœuf, le veau, l'agneau sont des éléments à réduire drastiquement dans nos régimes alimentaires. Alors il se trouve que ça a des co-bénéfices en termes de santé, donc c'est pas forcément difficile. Mais on voit qu'il faut arriver à raconter aux gens une histoire pour leur expliquer que voilà, il faut qu'ils aillent vers ce mode de consommation. On pourrait dire on va jouer sur le signal prix et mettre le bœuf, le veau, l'agneau très très cher, et fatalement les gens ne vont plus en manger. Mais on voit que ça, c'est très très mal vécu, parce que c'est souvent vécu comme des mesures très discriminatoires qui appuient sur les inégalités. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, il est sur les mobilités. Les mobilités, ça veut dire remplacer l'avion par le train, remplacer la voiture par le vélo, et utiliser au maximum la marche et les transports en commun. Alors là aussi, la transformation, elle est profonde. Tous ceux qui vivent à Paris et qui connaissent Paris expérimentent chaque jour l'ensemble des conflits qui sont générés et qui sont multiples par ce genre de transformation, sans compter que tout le monde sent bien que ce n'est pas tout à fait pareil d'aller vers les mobilités douces. Ça résout pas, c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas accessible par tous les temps, c'est pas accessible à tous les âges. Voilà. Donc quand on a des petits-enfants, qu'on veut les amener à l'école, c'est difficile de les amener en vélo. Quand on est une personne âgée, c'est difficile de se déplacer en vélo. Quand il pleut, qu'il fait froid, c'est difficile de se déplacer en vélo. Donc voilà, abandonner la voiture est quelque chose de difficile, mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de nécessaire. Donc voilà, on peut discuter des aménagements, on peut discuter des conséquences. Elles sont assez profondes, mais elles sont on ne peut pas y échapper.
Le dernier point de la sobriété, donc il y a 3 piliers pour la Commission européenne. Le dernier point de la sobriété, c'est la température dans nos bâtiments. Moins chaud l'hiver, moins froid l'été. Et le non-recours à la climatisation l'été est un élément extrêmement important. Le moindre chauffage l'hiver est aussi un élément extrêmement important. Alors, on pourrait aussi se dire, bon, bah voilà, très bien, ok, on complète par ces mesures de sobriété, c'est assez simple, c'est pas dramatique, c'est un peu compliqué, mais on va quand même y arriver, parce qu'après tout, voilà, c'est quand même très... Enfin, je veux dire, on ne nous demande pas des sacrifices incroyables. On entre quand même dans une première contradiction, qui est que quand on prône la sobriété, on pose la question de savoir, mais en fait, est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin dans la critique du système capitaliste et consumériste, en disant quand même que tout est fait pour nous pousser à consommer, et que là, la sobriété, elle va nous demander de moins consommer. Et donc, est-ce que c'est vraiment possible, dans un système capitaliste, de faire autre chose que du greenwashing sur ces questions? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas se gorger de paroles, mais qu'en fait, tout ça va être récupéré et détourné pour aboutir au final à un résultat qui ne sera pas du tout celui qu'on voulait, c'est-à-dire pas une réduction soit de ses consommations, soit de l'empreinte carbone, ce qu'on appelle l'effet rebond, parce que on va détourner tout ça et on ne va pas en fait attaquer le cœur du problème, qui est cette capacité du capitalisme à nous pousser à consommer. Donc c'est une contradiction importante. Elle prend pour nom ou pour forme, par exemple, la décroissance, qui dit en fait il faut vraiment renverser le système et s'attaquer au cœur de ce truc-là. La contradiction qu'il y a à ce moment-là, c'est que si on fait la décroissance, on perd toute la capacité d'investissement et d'efficacité que nous offre l'économie de marché et le capitalisme. On perd toute la possibilité d'avoir une société complexe. Alors là, on est un peu au cœur d'une des dimensions de la complexité qui est la protection sociale, division du travail, solidarité entre les individus en fonction de leur âge, en fonction de leur situation, de leur capacité, de leur statut. Tout ça, c'est des éléments d'une société complexe. Quand on va vers une société hyper sobre et décroissante, en fait, on crée une société avec des archipels, des petites communautés, et à ce moment-là, on efface beaucoup de choses, on efface la capacité d'efficacité, et puis on peut se poser la question de combien d'humains peuvent vivre comme ça sur la planète, et peut-être pas 10 milliards d'humains. Donc qu'est-ce qu'on fait des humains qui sont en trop? Alors en trop, il faudrait savoir combien il y en a exactement en trop, c'est un calcul qui est difficile à faire, qui n'est généralement pas fait. Les estimations vont de peut-être qu'on pourrait arriver en réduisant drastiquement le gaspillage alimentaire et en appliquant un certain nombre de méthodes moins polluantes pour l'agriculture, par exemple avoir le potentiel de nourrir facilement 10 milliards d'habitants. Puis d'autres personnes disent mais en fait non, on a le potentiel pour nourrir avec ces méthodes-là 100 millions d'habitants. Et passer de 10 milliards à 100 millions, c'est quelque chose qui est compliqué. Voilà. Alors, ça, c'est une première série d'éléments. La deuxième série de contradictions, c'est le fait qu'on a basculé dans un monde plus complexe, multipolaire, et dans lequel la géopolitique réintervient, dans lequel l'OMC a disparu, de fait, et donc dans lequel on se pose différentes questions en Europe autour de la question de ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, qui est pour part la relocalisation d'activités industrielles, et donc pour inverser le mouvement de désindustrialisation et de globalisation qui s'était produit. Et puis, d'autre part, l'autonomie aussi, disons, technique et technologique, qui est qu'on ne doit dépendre de personne sur les productions d'un certain nombre d'éléments qu'on imagine stratégiques. Mais stratégique, c'est en fait une définition très très large, parce que ça va des microprocesseurs jusqu'à l'agriculture. Et aux médicaments évidemment, mais même des choses aussi bêtes que les masques. On s'est rendu compte que en fait, un bout de papier avec un élastique dessus pouvait être quelque chose de stratégique quand on était dans une situation de pandémie. Alors là où c'est compliqué, c'est que ça rajoute une dimension, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'opérer une mutation dans laquelle on change, on décarbone notre système énergétique, mais une mutation dans laquelle on arrive à construire un capitalisme dans lequel on pousse les gens à la sobriété et non pas au consumérisme, ce qui reste quand même à construire, au moins intellectuellement. Et on veut en plus changer complètement notre place dans la division internationale du travail, en gros. Et donc revenir sur 40 années d'évolution ou 50 années d'évolution qui sont allées dans un sens très particulier. Voilà,
c'est pas une contradiction complète, mais ça charge la barque considérablement par rapport à tout ça. Bon, par ailleurs, tout ça s'inscrit dans un schéma, on en reparlera, dans cette mutation, dans lequel il y a beaucoup d'inégalités qui sont générées, et donc ça veut dire aussi qu'il faut un système social qui soit capable d'absorber les inégalités. Et pour finir, je voudrais juste ajouter encore une série de problèmes. On pense toutes ces questions souvent en essayant de fractionner le problème, et bon, c'est une bonne méthode parce que ça nous aide à nous rassurer. En fractionnant le problème, on se dit bon bah finalement la sobriété c'est pas si grave, décarboner le système énergétique c'est pas si grave. On ajoute quelques couches encore et puis on se dit bon bah voilà ça y est on y est et le coût total de tout ça est relativement raisonnable. Il y a des conséquences en termes d'inégalité, mais on devrait arriver en les quantifiant et en les identifiant à pouvoir proposer un certain nombre de solutions. Voilà, donc on peut, il y a cette vertu de quand on regarde un plan. Et qu'on met en place ce plan, on se dit, ben voilà, on va y arriver, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur, mais finalement, une fois qu'on a mis des chiffres derrière, c'est moins dur que ce qu'on pouvait craindre. Alors, c'est une vertu. Le problème, c'est que quand on fait ça, on crée des coins aveugles. Il y a des choses qu'on oublie de voir et qui sont pourtant essentielles. Alors, en la matière, il y en a au moins deux qu'on a oubliés complètement dans ce plan. Le premier, c'est la question des dommages. Et en fait, derrière, la question des dommages, c'est il va y avoir un changement climatique, il y a un changement climatique. Ce changement climatique a des conséquences. Les conséquences de ce changement climatique, en fait, elles sont très dépendantes de combien on dépasse la température. Donc l'objectif, c'est 1,5, on est plutôt autour de 1,1, 1,2. Ce qu'on a mis dans l'atmosphère aujourd'hui fait que le 1,5, il est acquis. C'est-à-dire que pour respecter le 1,5, il faut maintenant une réduction drastique des émissions, qui est peu probable au niveau planétaire. À 1,5, les dommages sont relativement limités, mais enfin, on commence à les voir. Hein. C'est les incendies l'été, les périodes de canicule, les chaleurs importantes pendant l'été, la disparition de la neige qui condamne les stations de ski. Bon, enfin, c'est très anecdotique, mais ça fait partie des dimensions. Mais c'est aussi le gonflement, rétractation des argiles qui fait exploser la moitié des maisons françaises et qui va avoir des conséquences en termes d'immobilier qui sont majeures. Si vous n'avez pas une idée de ce problème-là, je vous invite à le chercher sur Internet. Vous allez voir, c'est proprement effrayant et vous ne regarderez plus votre maison de la même façon. Il y a des cartes aussi sur les zones qui sont exposées. C'est des conséquences qui peuvent être très très fortes, qui sont très mal réparties, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout égalitaire. Et les dimensions dans lesquelles c'est très mal réparti sont très différentes de celles qui sont impliquées par la transition. Ce qui fait que ça démultiplie les questions d'inégalité. Mais ça, c'est si on est à 1,5. Or, le problème, c'est qu'on va probablement dépasser 1,5 2 minutes et qu'on va arriver à plus de degrés ou à plus de 2,5 degrés avec des conséquences qui ne sont pas du tout linéaires et qui sont au contraire qui augmentent très très fortement avec les températures. À tel point que quand on arrive dans la zone des 2 degrés, les coûts qui sont impliqués par les dommages deviennent supérieurs à ceux qui sont impliqués par l'atténuation du changement climatique. Et ça, c'est encore dans des évaluations assez optimistes de ce que sont les coûts, parce qu'on les connaît assez mal, parce qu'on connaît assez mal le climat et ses conséquences dans 20 ans, 30 ans, sur l'ensemble des dimensions de la vie. Ça va de l'agriculture jusqu'à l'habitat, mais aussi, voilà, par exemple, la question de la sobriété dans un monde où la température en Europe serait de plus 6 degrés par rapport à la période pré-industrielle, veut dire qu'il y aura de la climatisation partout et que ça va être extrêmement difficile d'être sobre. Cette dimension-là, elle est mal prise en compte, elle est mal connue, mais elle va avoir des conséquences massives et surtout, elle va tomber du ciel. Donc, c'est très difficile de s'y préparer et elle va avoir un caractère extrêmement fort. La deuxième dimension qui est aussi extrêmement importante, c'est qu'on a une responsabilité historique vis-à-vis des pays du Sud, disons pour dire très grossièrement. Et ça veut dire que si on veut que les pays du Sud fassent l'atténuation, et si on veut que les pays du Sud passent la question des dommages, on a une responsabilité de transfert vers les pays du Sud. C'est exactement le sujet aujourd'hui à la COP27. Donc c'est un sujet extrêmement important. L'ordre de grandeur des transferts est comparable à celui de l'atténuation du changement climatique aujourd'hui. Et ça, c'est une dimension qu'on nommait systématiquement. Or,
c'est notre responsabilité. Alors on pourra dire, oui, mais vous comprenez, on doit atténuer, on doit faire face aux dommages, donc en fait notre responsabilité, on va la remettre à plus tard. Mais le problème, c'est que si on fait ça, ben, il n'y aura pas d'atténuation du changement climatique parce qu'on ne pèse qu'une petite partie de la population mondiale et que les émissions, il faut les réduire pour toute la population mondiale pour que ça ait un effet sur le climat. Et si on ne fait pas ça, on aura des dommages qui seront extrêmement catastrophiques. Et en fait, chaque euro investi dans l'atténuation du changement climatique dans les pays en développement a un rendement qui est très élevé. Peut-être qu'on va se faire... on va se faire un peu racketter à cette occasion, mais en fait, c'est notre intérêt profond d'aller là-dedans.